Sénateur Wells. Merci, Madame la Présidente. Honorable sénateur, je suis heureux de présenter le projet de loi C9, la loi sur la lutte contre la haine, un projet de loi qui renforcerait et améliorerait la capacité du Canada à lutter contre la haine et l'intimidation dans les communautés du pays. Mon expérience personnelle des crimes haineux s'étend sur plus de 20 ans. En tant que membre de la communauté chercheur et cible de la haine, en tant que membre visible de la communauté 2SLGBTQI+. Au cours de ces décennies, j'ai aidé à contribuer à soutenir l'unité chargée des crimes haineux du service de police d'Edmonton, participer à la formation des nouvelles recrues et aux pratiques de justice réparatrice et aider à mettre sur pied un conseil consultatif communautaire du chef de police d'Edmonton, composé de représentants des communautés juives, musulmanes, asiatiques, noires, autochtones et 2SLGBTQI+. Toutes nos communautés étaient unies pour lutter contre le fléau de la haine, convaincues que lorsque la haine vise une communauté minoritaire, elle nous vise tous. Aujourd'hui, le projet de loi C9 franchit une étape parlementaire importante, la deuxième lecture au Sénat. Alors que nous examinons attentivement ce projet de loi, je vous invite à partager vos points de vue et vos expériences afin de contribuer à un débat profond sur la question de savoir si les réformes proposées au Code criminel atteignent leur objectif. Cette législation renforce-t-elle la protection des communautés vulnérables et fournit-elle aux forces de l'ordre et au système de justice criminelle les outils supplémentaires nécessaires pour lutter contre les comportements motivés par la haine? L'écoute des voix diverses sera au cœur de la tâche qui nous attend. Le débat sur le projet C9 à l'autre endroit a été intense et animé. Nous avons entendu des points de vue variés et divergents et assisté parfois à des échanges animés qui ont compris plus de 35 heures de débat et plus de 30 témoins qui ont abouti à une série d'amendements visant à clarifier le libellé et ajouter des protections importantes. Ces délibérations instructives témoignent de la complexité et de l'importance des enjeux que le projet de loi C9 cherche à traiter dans ce texte législatif opportun et crucial du gouvernement qui tient une promesse électorale importante faite aux Canadiens. En raison de la complexité des questions importantes que le projet de loi C9 vise à traiter, il est essentiel que les points de vue divergents soient entendus. Les idées sur la manière de protéger les communautés contre la haine, tout en respectant les droits protégés par la Charte, peuvent être et doivent faire l'objet d'un débat approfondi. Cet échange de points de vue est crucial pour garantir que les mesures proposées dans le projet de loi sont adaptées de manière appropriée aux préjudices importants que la haine et l'intimidation font subir aux individus, aux communautés et à la société canadienne dans son ensemble. C'est grâce à cet échange d'idées mené avec rigueur et le plus grand respect que nous pouvons obtenir les meilleurs résultats pour tous les Canadiens, y compris les plus vulnérables d'entre nous. Alors que nous examinons cet important projet de loi au Sénat, avançons avec la conviction commune qu'il n'y a pas de place pour la haine au Canada et qu'en protégeant la dignité et la sécurité de chacun, nous renforçons les fondements mêmes de notre démocratie. Let us be clear. Soyons clairs. Les crimes haineux constituent une menace réelle, croissante et urgente pour la sécurité publique des communautés de partout au pays. Voici une mise en contexte. Les données récentes de Statistique Canada sur les crimes haineux brossent un tableau sombre. 4 777 incidents ont été signalés en 2023, soit une hausse de 32 % par rapport à 2022, avec 3 612 incidents. Il s'agit de la troisième forte augmentation consécutive en 4 ans, le nombre total de crimes haineux ayant plus que doublé, donc plus de 145 % depuis 2019. Les 3 groupes identifiables les plus visés par les crimes haineux étaient les suivants. La religion, 1284 incidents, soit une augmentation de 67 % par rapport à 2022. La majorité visait les communautés juives, avec 900 incidents, et les communautés musulmanes avec 211 incidents. La race ou l'origine ethnique, 2377 incidents, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2022. Les groupes les plus fréquemment visés étaient les communautés noires, arabes, d'Asie occidentale et d'Asie du Sud. L'orientation sexuelle, 860 incidents, soit une hausse de 69 % par rapport à 2022. Plus de la moitié visait spécifiquement les personnes gays et lesbiennes. Il est important de noter que
Ces chiffres ne reflètent qu'une partie de la réalité. Les crimes haineux sont systématiquement sous-déclarés. Des études indiquent que jusqu'à 4 victimes sur 5 ne signalent jamais ce qu'elles ont subi à la police. Les chercheurs qualifient ce manque de signalement un chiffre noir, car la sous-déclaration masque l'ampleur réelle des crimes motivés par la haine au Canada. De plus, les statistiques ne peuvent jamais rendre pleinement compte de l'ampleur réelle de la peur, de l'anxiété et des perturbations que les crimes haineux provoquent dans le quotidien des gens. Les crimes haineux sont souvent qualifiés de crimes à message, car ils ne visent pas seulement les individus, mais ils ont pour but d'envoyer un message de peur et de terreur au cœur même des communautés entières. Les crimes haineux signalés à la police ne peuvent jamais refléter pleinement la réalité vécue par les personnes et les communautés qui subissent ces attaques de plein fouet. Derrière chaque crime haineux se cache une personne, une famille et une communauté profondément affectées. Cela inclut les personnes et les communautés qui craignent pour leur sécurité dans les rues, dans leur quartier et même dans l'intimité de leur foyer. Aucun Canadien ne devrait avoir à vivre, aimer ou travailler dans la peur ou l'inquiétude de ne pas savoir où et quand la prochaine attaque pourrait se produire. Partout au Canada, les données montrent que divers groupes minoritaires sont touchés de manière disproportionnée par les crimes haineux. Nous constatons des crimes motivés par la haine visant les Autochtones, les communautés noires et d'autres communautés racialisées, les communautés religieuses et les communautés LGBTQI+, entre autres. Je voudrais partager quelques exemples récents qui illustrent la nature persistante et pernicieuse de la haine au Canada. La semaine dernière, en plein cœur du quartier historique de LGBTQI+, de Toronto, 2 hommes ont proféré des insultes homophobes et agressé une victime qui marchait dans la rue dans un quartier qui aurait dû être un havre d'inclusion et de sécurité. L'année dernière, une librairie a été victime d'actes de vandalisme transphobe, notamment des symboles nazis et des messages haineux appelant à l'extermination des personnes de LGBTQI+, semant une profonde peur au sein des communautés d'Halifax. Dans une autre affaire inquiétante survenue l'automne dernier, une personne à Newmarket, en Ontario, a menacé de saboter les conduites de gaz pour incendier la maison de ses voisins musulmans et tuer toutes les personnes qui s'y trouvaient, y compris les enfants. Cet individu prévoyait également de s'en prendre à une mosquée locale. Les communautés juives continuent également d'être la cible d'actes antisémites et haineux. Par exemple, plusieurs synagogues ont été la cible de tirs dans la région de Toronto le mois dernier. Ces attaques horribles qui visent des groupes simplement en raison de la divinité qu'ils vénèrent, du lieu où ils se rassemblent ou de qui ils sont ou de qui ils aiment, n'ont pas leur place au Canada. Ces actes de haine créent un sentiment de vulnérabilité qui se répercute bien au-delà des victimes immédiates, affectant le sentiment de sécurité, de bien-être et la participation sociale et la confiance de communautés entières. Nous devons prendre position contre de tels actes qui remettent en cause l'idéal même du Canada en tant que société inclusive, diversifiée, pacifique et démocratique. Face à cette montée inquiétante de la haine, les victimes, les communautés et les forces de l'ordre ont largement appelé à une action décisive pour lutter contre la haine et rendre les communautés plus sûres partout au pays. Le projet de loi C9 répond à ces appels en proposant de nouveaux outils pour lutter contre la haine et l'intimidation, notamment 4 nouvelles infractions criminelles, chacune ciblant un domaine spécifique qui suscite de plus en plus d'inquiétudes. Premièrement, les nouvelles infractions d'intimidation et d'entrave érigeraient en infraction le fait d'intimider intentionnellement des personnes, d'interférer ou d'entraver l'accès aux lieux de culte, aux écoles, aux garderies, aux résidences pour aînés, aux cimetières, aux activités sportives, aux centres culturels communautaires ou autres espaces administratifs qui sont principalement utilisés par des groupes identifiables. Il s'agit d'espaces qui doivent rester accessibles au public et sûrs pour les membres de la communauté. À cet égard, il est important de souligner clairement que ces nouvelles infractions ne criminaliseraient aucune forme d'expression légale ou de rassemblement pacifique. Ces infractions visent les comportements criminels délibérés et intentionnels dirigés contre des personnes essayant d'accéder aux lieux énumérés lorsqu'ils sont principalement utilisés par des groupes identifiables. De plus,
Ces nouvelles infractions ne constitueraient pas une législation de type loi de bulle ou de zone de bulle qu'on connaît très bien, qui sont établies en vertu de lois provinciales ou municipales et visent à limiter les activités de protestation à proximité de certains lieux spécifiés. En revanche, ces nouvelles infractions d'intimidation et d'obstruction visent spécifiquement les comportements criminels qui entravent délibérément l'accès à des lieux religieux, éducatifs et culturels, principalement utilisés par des groupes identifiables. Une législation similaire a déjà été adoptée pour protéger les professionnels de la santé et les personnes cherchant à accéder en toute sécurité aux services de santé, conformément à la Charte des droits et libertés. De même, ces nouvelles infractions proposées ne s'appliquent pas lorsqu'une personne, ne s'appliquent pas, et je le répète, lorsqu'une personne manifeste pacifiquement ou communique de l'information, par exemple en brandissant une pancarte, en scandant des slogans, en diffusant des informations ou en organisant une manifestation pacifique. Il est important de noter que ces nouvelles infractions exigent l'intention délibérée d'intimider et de susciter la peur afin d'entraver l'accès, ce qui signifie qu'elles s'appliquent uniquement à des comportements délibérés et préjudiciables et non à une présence, une manifestation ou une expression pacifique. Par exemple, une infraction pourrait potentiellement consister à bloquer intentionnellement l'entrée d'un lieu de culte ou d'une école juive tout en brandissant une batte de baseball et en proférant des insultes. Une autre modification proposée au Code criminel dans le cadre de C9 prévoit une nouvelle infraction de propagande haineuse qui interdirait de promouvoir intentionnellement la haine contre un groupe identifiable en affichant publiquement certains symboles de haine ou de terrorisme. Cela inclurait les symboles principalement utilisés par ou associés à des identités terroristes désignées en vertu du Code criminel, ainsi que la croix gammée nazie et les écussons SS nazis, ou tout symbole ressemblant fortement à ceux-ci. Il est important de noter que cette infraction proposée ne s'applique que dans des circonstances très spécifiques. Elle n'interdit pas les symboles et ne criminalise pas le simple fait de les afficher. Elle vise plutôt l'affichage public de symboles clairement identifiés à une entité terroriste ou à l'idéologie nazie dans le but express de promouvoir la haine. Pour être clair, ce symbole doit être affiché de manière intentionnelle dans le but de promouvoir la haine à l'encontre d'un groupe identifiable. Il s'agit d'un seuil juridique élevé. Il est important de noter que cette loi ne s'applique pas en fonction de la manière dont un symbole pourrait être perçu. Il doit y avoir une intention claire de promouvoir la haine. L'infraction est soigneusement conçue pour garantir que l'affichage public de symboles à des fins légitimes, telles que des fins artistiques, éducatives ou journalistiques, ou utilisés de bonne foi pour signaler un tel symbole en vue de son retrait, ne sont pas visés par cette infraction. Cette nouvelle infraction comprend également une garantie supplémentaire importante qui exige non seulement l'intention délibérée de promouvoir la haine, mais aussi le consentement du procureur général avant que des poursuites puissent être engagées. En somme, cela signifie que les accusations ne peuvent pas être portées par la police seule et doivent être examinées et autorisées à un niveau supérieur, ce qui ajoute un niveau supplémentaire de contrôle garantissant une application rigoureuse de la loi. Enfin, une nouvelle infraction distincte relative aux crimes haineux tels que proposés par le projet de loi C9 érigerait en infraction le fait de commettre des actes illégaux motivés par la haine fondés sur des motifs spécifiques tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, un handicap mental ou physique, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre. Et cette nouvelle infraction est une infraction hybride qui permettrait de dénoncer de manière plus explicite et plus cohérente tous les crimes motivés par la haine. Pour plus de clarté, précisons que cette nouvelle infraction ne rendrait pas soudainement illégales des actions qui étaient auparavant légales et qu'elle ne s'appliquerait pas non plus aux actions civiles. Elle viserait plutôt les comportements qui sont déjà illégaux en vertu des lois fédérales. Par exemple, pour être reconnu coupable de cette nouvelle infraction de crime haineux,
Un individu doit commettre une infraction existante en vertu du code criminel, telle que le méfait, les menaces ou les voies de fait, et ce comportement criminel doit être motivé par la haine envers un groupe identifiable. L'infraction serait assortie d'un barème de peine progressif qui prévoirait des peines plus lourdes en fonction de la gravité de l'infraction sous-jacente. Par exemple, une agression avec une arme motivée par la haine ou un meurtre. Il appartiendrait toujours au juge d'imposer une peine appropriée et proportionnée à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'auteur du crime. En résumé, en qualifiant explicitement les comportements motivés par la haine d'infractions distinctes, le projet de loi C9 propose 1. De contribuer à reconnaître l'impact particulier et le préjudice causé aux victimes et aux communautés ciblées par la haine et de dénoncer et dissuader davantage les comportements criminels motivés par la haine au Canada en qualifiant ces infractions pour ce qu'elles sont, la haine, et en prévoyant des peines plus sévères en fonction de l'impact de la gravité de la haine dans la société canadienne. Deuxièmement, cette nouvelle infraction favorisera une application et une poursuite plus cohérente des actes motivés par la haine et indiquera clairement que les crimes fondés sur la haine constituent une atteinte à l'égalité et à la sécurité fondamentale de tous au Canada. Parallèlement à ces nouvelles infractions, C9 ajouterait une définition normalisée de la haine au Code criminel afin de clarifier quel comportement constitue un crime haineux ou un discours haineux. Sur la base de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, la haine désignerait, et je cite, une émotion de nature intense et extrême clairement associée à la diffamation et à la détestation. Pour plus de certitude, la loi préciserait également ce qui ne relève pas de la haine, à savoir les actes qui discréditent, humilient, blessent ou offensent. Cette clarification supplémentaire fournirait à la police et aux procureurs des orientations plus précises pour les aider à décider s'il y a lieu de porter des accusations ou de donner suite à une plainte, ce qui contribuerait à apporter des réponses plus rapides et plus efficaces aux victimes. Cette définition du crime haineux facilitera également l'uniformisation de l'application de la loi, une collecte de données plus solide et une compréhension plus précise de la manière dont l'impact des crimes haineux signalés par la police sur les communautés identifiées partout au Canada et leur effet. J'aimerais aussi parler de deux amendements essentiels qui ont été adoptés lors de l'examen en comité à la Chambre haute. Et je suis sûre que les sénateurs ont lu ces choses dans leur courriel ou en ont entendu parler lors de nos conversations. Premièrement, tel que présenté au Parlement, le projet de loi original proposait d'abroger l'obligation d'obtenir le consentement du procureur général avant de porter des accusations pour 3 des infractions existantes en matière de propagande haineuse. À la suite des consultations et des préoccupations soulevées selon lesquelles l'abrogation de cette exigence pourrait entraîner une augmentation des poursuites vexatoires et frivoles, le projet de loi a été amendé afin de maintenir cette exigence et d'étendre son application à la nouvelle infraction de propagande haineuse visant l'affichage public de certains symboles de haine et de terrorisme. Comme mentionné précédemment, le consentement du procureur général constitue une garantie importante et un niveau supplémentaire de contrôle avant que la police puisse engager des poursuites. Deuxièmement, le projet de loi abrogerait ce que l'on appelle souvent la défense fondée sur l'opinion religieuse de bonne foi, qui ne s'applique qu'à 2 infractions de propagande haineuse. Cette défense s'applique aux infractions du code criminel consistant à promouvoir délibérément la haine contre un groupe identifiable et à promouvoir délibérément l'antisémitisme en tolérant, en niant ou en minimisant l'Holocauste. Ces infractions sont soigneusement définies et ont des seuils élevés car elles visent la promotion intentionnelle de la haine. L'amendement visant à supprimer la défense fondée sur l'opinion religieuse de bonne foi, qui ne figurait pas dans le projet de loi initial, a suscité des avis divergents. Certaines parties prenantes expriment leur inquiétude quant aux répercussions potentielles sur la liberté d'expression et la liberté de religion.
Pour répondre à ces préoccupations, des clauses pour plus de certitude ont été ajoutées au projet de loi afin de clarifier quel type d'expression serait visé par les infractions en question. La clause stipule que rien dans les dispositions relatives à la propagande haineuse ne doit être interprété comme interdisant à une personne de communiquer une déclaration d'intérêt public, y compris une déclaration à caractère éducatif, religieux, politique ou scientifique faite dans le cadre d'une discussion, d'une publication ou d'un débat si elle ne vise pas délibérément à promouvoir la haine à l'encontre d'un groupe identifiable en communiquant cette déclaration. Fin de citation. Cette clause pour plus de certitude a été ajoutée à la suite communautaire des communautés religieuses afin de préciser que l'expression religieuse, l'enseignement ou la discussion ne sont pas visés par cette nouvelle modification. Pour clarifier, les propos visés sont ceux qui sont formulés dans le but délibéré d'inciter à la haine ou à l'antisémitisme. Les expressions religieuses, les débats ou les enseignements sincères ou de bonne foi ne répondraient pas à ce critère strict, ce qui exige clairement l'intention délibérée d'inciter à la haine ou à l'antisémitisme. De plus, le projet de loi précise explicitement qu'un propos ne favorise pas la haine s'il se contente de discréditer, d'humilier, de blesser ou d'offenser. Fin de citation. Cela renforce clairement le fait que les propos offensants ou controversés ne suffisent pas à eux seuls à franchir ce seuil juridique. Le seuil de la haine au Canada est et reste extrêmement élevé et exige l'intention délibérée de promouvoir la haine. La liberté de religion et la liberté d'expression restent pleinement protégées par la Charte des droits et libertés, et les tribunaux continuent d'interpréter et d'appliquer ces protections. Compte tenu de préoccupations soulevées par certaines communautés, je tiens à répéter et à souligner les précisions suivantes. Le projet de loi C9 ne criminalise aucun enseignement pratique ou expression religieuse fondée sur la foi qui ne soit pas motivé par la promotion intentionnelle et délibérée de la haine. C9 n'interdit ni n'empêche aucune manifestation pacifique, expression légale, diffusion d'informations ou action de sensibilisation. C9 n'impose pas de restrictions générales aux manifestations ni ne crée des zones de sécurité. C9 ne criminalise pas les simples opinions, les désaccords ou les critiques. Chers collègues, je vous remercie de votre attention et je vous invite à examiner attentivement ce projet de loi et à lui apporter votre soutien. Je crois que C9 constitue le changement le plus significatif apporté à la législation sur les crimes haineux depuis plus de 50 ans. Les réalités modernes et l'impact de la haine ont changé et continuent de remettre en cause les fondements mêmes de notre société ouverte et pluraliste. Nos lois doivent être modernisées pour faire face au fléau de la haine qui s'infiltre dans nos communautés, dont une partie est propagée par des entités étrangères et des acteurs malveillants dans le but de semer la division et d'affaiblir notre démocratie inclusive. C9 intervient à un moment où notre société et les valeurs qui la sous-tendent sont mises à mal par la haine sous toutes ses formes. Lorsque nos voisins hésitent à entrer dans un lieu de culte, ou lorsqu'ils hésitent à entrer dans une école en raison de leur peur, c'est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte. Lorsqu'une personne est prise pour cible simplement pour qui elle est, qui elle aime et ce qu'elle croit, il faut qu'on dénonce haut et fort ce comportement. Et lorsque les mots sont utilisés pour inciter à la violence, nous devons mettre en place des conséquences rapidement. Le projet de loi C9 nous offre les moyens de relever ces défis de façon prudente et équilibrée, en accord avec les droits et libertés de notre charte. Le texte de loi établit les bases d'une société plus inclusive et plus sécurisée. Comment? En mettant à disposition des outils qui ciblent les manifestations les plus dangereuses de haine. Les manifestations, en fait, qui sont criminelles et qui mettent en péril le sentiment de sécurité et d'égalité dont on devrait tous jouir au Canada. Ces valeurs ne sont pas contradictoires. Au contraire,
Une société où les gens ont peur d'être ciblés en raison de leur identité n'est pas une société où on respecte les droits et libertés. À titre de sénateur, il est important que nous envoyions un message clair, à savoir que nous accordons la priorité à la protection des victimes et à la sécurité de tous. Quelle qu'en soit la forme, la haine est incompatible avec nos valeurs canadiennes et ne peut pas être tolérée. Nous devons nous exprimer clairement pour protéger la population canadienne qui s'attend à ce que des mesures concrètes soient mises en place pour qu'on protège les victimes et les communautés. Nous devons le faire pour protéger les principes de notre société multiculturelle et pluraliste. Pour toutes ces raisons, je vous exhorte à débattre de façon rigoureuse ce texte de loi pour ensuite l'adopter. Les Canadiens comptent sur nous. C'est à nous, en effet, de nous assurer que le Canada est un lieu exempt de haine. Merci, Miigwech. Senator McFedrin, you have a question? Sénateur McFedrin, vous avez une question? Oui, est-ce que le sénateur Wells accepterait d'y répondre? Oui, tout à fait. Merci. Sénateur Wells, merci d'avoir parlé si directement de tous ces courriels que nous recevons qui portent sur la violation des droits à la religion qui devraient être protégés par notre charte. Ma question est plus ciblée, en fait. Plus récemment, dans mon cas en tout cas, nous avons reçu des préoccupations qui portent sur la conversion, la thérapie de conversion de genre. Alors, il faut protéger le droit à la religion, mais il faut également, en contrepartie, s'assurer que ce dont ont besoin les Canadiens est promu au Canada. Alors, comment est-ce que vous comprenez la chose et comment est-ce qu'on peut peut-être éclairer la lanterne de ceux qui comprennent mal cette question? Sénateur, merci de votre question et c'est vrai que c'est important de clarifier la situation. Les thérapies de conversion, comme vous le savez, ont été interdites en vertu d'un autre texte, en tout cas criminalisé au Canada. Il s'agit d'un texte des plus robustes. Le C9, en fait, n'est pas pertinent à cette question particulièrement. Nous savons que la liberté d'expression et de religion, ce sont des principes de base de notre société. Ce sont en fait des principes qui forment la pierre angulaire de nos droits. Le C9, comme je l'ai dit à maintes reprises, porte sur la promotion de la haine qui est faite sciemment. Il ne s'agit pas de conversation ou de passage des textes liturgicaux. Il s'agit plutôt de l'intention de la promotion de la haine en ciblant des collectivités particulièrement vulnérables. I have Senator Martin. Sénatrice Martin et ensuite la sénatrice Odette. Sénatrice Martin. Merci, sénateur. Comme mes collègues, j'ai également reçu des courriels, des appels téléphoniques et c'est vrai qu'il y a beaucoup de préoccupations qui ont été exprimées. En fait, moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé à l'étape de comité du côté de la Chambre. Lorsque le texte a été présenté, il ne s'agissait pas d'abroger la disposition 319 du Code criminel, ni les alinéas 3B et 3.1b. Et cet amendement a fait son apparition à l'étape de comité uniquement. Il n'y a pas eu de consultation ou de témoins qui ont été invités à s'exprimer. Il n'y a pas eu de consultation auprès des experts en la matière avant d'abroger cette défense qui existe depuis longtemps. Étant donné qu'il y a des préoccupations qui ont été exprimées par ces experts qui n'ont pas été entendus, est-ce que nous, on devrait être préoccupés? Est-ce que vous êtes inquiets? Parce que vous savez, qu'est-ce que ça envoie comme message aux Canadiens de culte et comment est-ce que cette approche
risque de rejaillir sur l'approche adoptée par le gouvernement en matière de la liberté d'expression notamment. Sénateur Wells. Moi aussi, j'ai reçu beaucoup de courriels semblables. Et je dirais ceci au profit des Canadiens. Lorsque le texte de loi sera renvoyé en comité du côté du Sénat, nous allons effectuer une étude approfondie. Il y aura des discussions robustes. Nous allons inviter des experts qui sont pour et contre l'amendement pour qu'on puisse vraiment comprendre les tenants et aboutissants de ce débat. Et comme l'a dit le ministre, s'il y a des amendements amicaux qui sont présentés qui permettent de rendre plus robuste le texte ou qui permettent de régler des lacunes, le gouvernement va les prendre en ligne de compte. Sénatrice Martin, j'estime qu'il est essentiel que ce travail robuste se fasse en comité, surtout en ce qui a trait au code criminel, parce que ça a un impact sur nous tous. Et surtout les conséquences non envisagées aussi. Le gouvernement a toujours dit que le texte avait pour but de protéger les Canadiens contre la haine et les torts, les préjudices. Nous sommes tous d'accord. Mais le premier changement qui a été accepté, c'est le retrait d'une défense qui permet aux Canadiens d'exprimer leurs croyances religieuses sans être persécutés. Pourquoi est-ce que le gouvernement est aussi déterminé de retirer cette bonne foi du texte, mais également du discours public qui porte sur la liberté de religion? Sénateur Wells. J'espère que vous pourrez poser la question au ministre. Lorsque le ministre comparaîtra, je ne peux pas parler au nom du gouvernement. Mais je vous dirai ceci, c'est vrai que c'est une préoccupation qui a été exprimée par les Canadiens et j'ose espérer qu'on pourra en débattre de façon approfondie en comité. Madame la Présidente, est-ce que mon collègue accepterait une question en français? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre discours. Je vais aller, moi, vers le côté, si c'est possible, sachant que souvent les projets de loi qu'on va marrainer ici, qui émanent du gouvernement, il y a une difficulté d'accepter des amendements ou entre une sensibilité face aux amendements. Après 5 ans, je peux le remarquer. Est-ce que vous pourrez me rassurer que dans l'étude que vous allez faire sur ce projet de loi-là, on va entendre les Premières Nations qui vivent beaucoup de pression de gens ou de groupes qui ont un déni total sur les tombes, les sépultures de nos ancêtres là, suite au pensionnat? On a eu des commissions, Vérité et Réconciliation, qui est une entité créée par le Canada, l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones, qui est aussi ordonnée par le gouvernement fédéral. Donc, on a fait les exercices dans cette démocratie, mais on a encore le déni qui est très puissant. Pouvez-vous m'assurer que si les Premières Nations vous proposent des amendements, il y aura une ouverture pour rajouter ce qu'on vit nous aussi comme réalité? Là, on ne nous croit pas. Merci. Senator Wells. Thank you for the important... Merci de cette question importante. Tout à fait. Personnellement, je crois qu'il est critique que nous entendions les communautés autochtones et métisses au sujet de ce texte de loi en particulier, parce que nous savons qu'il y a un manque de confiance envers les forces de l'ordre en raison de la discrimination structurelle et historique. Alors, c'est sans doute une collectivité qui ne fait pas rapport de tous les crimes haineux qui ont lieu dans ces collectivités. Alors, il faut savoir que nous voulons travailler en partenariat avec ces collectivités. Souvent, c'est vraiment un dernier recours quand on parle de criminalisation des crimes haineux. Je suis convaincue que personne ne naît avec la haine dans leur cœur, que la haine, c'est quelque chose qui est appris, et nous espérons qu'on peut désapprendre la haine également. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, je sais que tout le monde va prendre ses responsabilités de façon diligente en comité, je l'ai entendu dire par mes collègues, afin de pouvoir traiter de ces inquiétudes importantes. Je sais qu'il y a un texte de loi en l'autre endroit qui s'intéresse au déni de l'existence des pensionnats autochtones également. Sénatrice Senior. Merci. Sénateur Wells. Je vous félicite d'avoir parrainé ce texte de loi. J'attends avec impatience de pouvoir collaborer avec vous. Lors de la séance de brefage, j'ai eu l'occasion de poser quelques questions
portant sur des lacunes qui ont été identifiées relativement aux symboles haineux notamment, et qui sont passés sous silence dans ce texte de loi. J'ose espérer que dans le même esprit, quand on étudie les amendements, on pourra prendre en compte ces symboles haineux, comme la corde. Je suis inquiète que ça n'a pas été fait en comité. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire dans quelle mesure vous pensez que ça va pouvoir se réaliser en comité? Sénateur Wells, merci de cette question qui me donne l'occasion de vous dire pourquoi les symboles haineux sont inclus en fait dans le texte. Les symboles haineux sont publiquement visibles et envoient des messages ciblés de deux façons. D'abord envers la collectivité ciblée, où c'est quelque chose qui sert d'instrument d'intimidation pour faire peur, et ceux aussi qui s'identifient avec cette idéologie haineuse. Et ce symbole, en fait, renforce ces croyances partagées et permet d'inciter les gens à procéder à ou d'adopter des comportements haineux. Alors, ces symboles, on les voit de plus en plus en ligne, on les voit de plus en plus dans les démonstrations publiques. Alors, le défi, c'est comment identifier quels symboles devraient être inclus. Alors, le gouvernement a choisi d'inclure ceux qui relèvent d'organisations terroristes connues et les deux symboles nazis, donc des SS et la croix gammée, car à l'échelle mondiale, on les conçoit comme étant des symboles haineux. Donc, il y a eu des progrès. Nous savons que ces symboles, quand ils sont utilisés dans un contexte X, peuvent être utilisés pour faire peur à toute une collectivité. J'estime que la discussion sera importante en comité. Il faudra déterminer quels symboles seront inclus. C'est vrai qu'il y a des symboles qui sont exclus et peut-être qu'ils méritent d'être discutés plus avant. Merci.